Alors, aujourd'hui, on se met dans la peau d'un architecte, mais pas pour construire des maisons. Non, non. On va s'attaquer aux fondations de notre monde numérique, les fameuses tables de base de données. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment font les géants du web pour jongler avec des milliards et des milliards de données sans jamais en perdre une miette? Eh bien la réponse, ce n'est pas de la magie, c'est une structure, d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Et cette structure, c'est la table. Pour se faire une idée, il faut imaginer un tableur, vous savez, comme Excel, mais en version super-héros. C'est une grille, oui, mais une grille qui impose une discipline de faire à chaque morceau d'information qu'on lui confie. Bon, concrètement, qu'est-ce que c'est une table? Pensez à un classeur hyper spécialisé. On a le classeur pour les clients, le classeur pour les produits, un autre pour les commandes, et on ne mélange jamais les fiches. C'est la règle d'or numéro 1 de l'organisation. Ok, une table, ça tient sur deux piliers. D'un côté, les colonnes et de l'autre, les lignes. Les colonnes, ce sont les architectes. C'est elles qui décident des règles du jeu. Ici, on mettra un prénom, là un nom, là-bas une date de naissance. Et les lignes, eh bien, les lignes, ce sont les données elles-mêmes. Chaque ligne, c'est une fiche complète. Une personne, un produit, une transaction. Maintenant que notre plan est là, il faut bien choisir les matériaux. Et en base de données, nos matériaux, ce ne sont pas des briques ou du ciment, non. Ce sont ce qu'on appelle les types de données. Et c'est là que tout le génie du système se révèle. Chaque colonne devient une sorte de gardien intransigeant. Si une colonne dit « moi je n'accepte que des nombres », eh bien on peut essayer tant qu'on veut, impossible d'y mettre du texte. C'est cette rigueur absolue qui garantit que toute la base de données reste cohérente. Alors ces fameux types de données, on peut les ranger dans de grandes familles. On a les incontournables, bien sûr, tout ce qui est numérique et tout ce qui est texte. Ensuite, on a une famille pour gérer le temps, donc les dates et les heures. Et enfin, une catégorie un peu spéciale qu'on appelle les objets volumineux. Et là, on parle de stocker des fichiers complets, des images ou des PDF. Oui, directement dans la base. Commençons par les nombres. Ici, le maître mot, c'est l'efficacité. L'idée, elle est toute simple, c'est du bon sens. On ne va pas louer un semi-remorque pour transporter une simple boîte d'allumettes, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil ici. On choisit la taille pile-poil pour ce dont on a besoin, histoire d'économiser de l'espace. Regardons un peu les nombres entiers. Pour stocker un âge, par exemple, un tiny int qui va jusqu'à 255, c'est parfait. Ça prend juste un tout petit octet de place. Mais alors, si on veut compter, je ne sais pas moi, les grains de sable sur une plage, là, il va falloir sortir l'artillerie lourde, le big int. Forcément, il prend 8 fois plus de place. Tout est une question de choisir le bon outil pour la bonne tâche. C'est ça l'optimisation. Et puis, pour les nombres à virgule, il y a un autre choix qui est absolument crucial. C'est la précision. Quand on parle d'argent, chaque centime compte. Pas question d'arrondir. Là, c'est décimal, sans discussion. C'est l'exactitude mathématique garantie. Par contre, pour des calculs scientifiques, une toute petite approximation est souvent tolérée. Dans ce cas, on peut utiliser float. C'est plus rapide, mais attention, ça peut, disons, arrondir les angles. Il faut donc savoir ce qu'on fait. Bon, on a vu les nombres. Mais évidemment, une base de données, ce n'est pas que des chiffres. Alors voyons maintenant comment on s'occupe des mots, du temps qui passe, et même de choses beaucoup plus grosses. Pour le texte, le choix entre char et varchar est super important. Imaginez que char, c'est une boîte à chaussures de taille fixe, disons pour 10 lettres. Si on met le mot « salut » dedans, qui n'en fait que 5, le système va rajouter des espaces pour remplir la boîte. C'est parfait pour des données qui ont toujours la même taille, comme un code postal. À l'opposé, varchar, c'est comme un sac qui s'adapte parfaitement à ce qu'on met dedans. Il ne prend que la place nécessaire. C'est beaucoup plus malin pour des noms ou des adresses qui n'ont jamais la même longueur. Et la boîte à outils ne s'arrête pas là, loin de là. On a par exemple Small Date Time pour enregistrer une date et une heure avec une précision à la minute. On a aussi un truc fascinant, le Unique Identifier. C'est un numéro d'identification si grand et si aléatoire qu'il est quasiment impossible d'en générer deux identiques dans le monde entier. Et puis, pour les très gros fichiers, on a Var-Binary Max. Ça, c'est le conteneur. On peut y mettre des images, des PDF, jusqu'à 2 gigaoctets. Bon, assez de théorie comme ça, on a les plans, on a les matériaux, et si on passait à la pratique? Allez, on construit notre première table. Alors, tout commence ici, dans ce qu'on appelle l'explorateur d'objets. C'est un peu le tableau de bord de notre base de données. On va dans le répertoire table, un petit clic droit, et hop, on lance la création d'une nouvelle structure. C'est aussi simple que ça. Et voilà le résultat, notre plan pour une table client. Chaque choix a un sens. L'idée du client, c'est un int, un nombre entier simple et efficace.
Pour le prénom et le nom, on prend du varchar, évidemment, parce que la longueur varie. Le nom de l'entreprise, il est optionnel, tout le monde n'en a pas, donc on coche la case « Autoriser les valeurs nulles ». Et pour la date à laquelle le client a été ajouté, un small date time qui nous donne la minute, c'est amplement suffisant. Voilà, notre structure est quasiment prête. Mais attention, avant de l'ouvrir au public, il reste une dernière étape, l'inspection technique. Parce que comme dans la construction, il y a des règles et des limites à ne pas dépasser. Alors il faut bien comprendre ce qu'est une valeur nulle. C'est super important. Nul, ça ne veut pas dire zéro. Ça ne veut pas dire un texte vide. Nul, ça veut dire on ne sait pas. L'information n'est pas disponible. La meilleure image, c'est celle de la case non cochée dans un sondage. Ce n'est pas non, c'est pas de réponse. C'est une absence d'information. Première limite, facile à retenir, 1024. C'est le nombre maximum de colonnes dans une seule table. Alors oui, ça paraît énorme. Et pour être honnête, si on se retrouve à avoir besoin de 1000 colonnes, c'est peut-être que le design de la table est à revoir de fond en comble. Mais la vraie limite, la contrainte technique qu'il faut absolument avoir en tête, c'est ce chiffre. 8060. 8060 octets. C'est la taille maximale que peut occuper une seule ligne de données dans la table. Au-delà, le système dit non. C'est une limite physique, liée à la manière dont les données sont écrites sur le disque. C'est la règle d'or du concepteur. Maintenant, les bases sont posées. On a les plans, les matériaux, les règles de construction. On a tout ce qu'il faut pour bâtir des structures d'information solides et efficaces. La question qui se pose, c'est de savoir ce qu'on va construire avec tout ça. Car au final, avec ces outils, la seule limite, c'est l'imagination.